Bonjour, ça fonctionne? Non, pas vraiment. Oui, non. Peut-être un petit peu de son. Allô? Voilà, c'est bon. Je te remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce conseil municipal du mardi 14 mai 2024. Donc, première chose, donc on peut constater que le quorum est atteint. Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Alors, dans l'ordre alphabétique, c'était M. Gérard Mélier, donc, qui a donné pouvoir à Mme Verdeau. Donc, si on continue l'ordre alphabétique, Catherine, pas de problème, merci. Alors, pouvoir, donc je répète, M. Mélier qui a donné pouvoir à Mme Nadine Verneau et M. Horter qui m'a donné son pouvoir. Quelques brèves informations pour débuter ce conseil. La première information, malheureusement bien triste, nous avons appris le 30 avril dernier le décès du maire de Gland, Michel Carlier, qui était par ailleurs un ami, un compagnon de route dans une vie précédente et même encore actuelle. Ces obsèques ont eu lieu le 7 mai dernier au cimetière de Gland et je me suis rendu pour représenter la commune pour lui rendre un dernier hommage. Et encore une fois, toutes mes condoléances. J'ai adressé des condoléances au nom du conseil municipal, donc à Marie-Claude, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, l'ensemble de sa famille et ses proches. Michel avait 70 ans. Autre point, cette fois-ci plus informatif et un peu plus réjouissant. Comme d'habitude, on va vous donner les effectifs de fréquentation du centre de loisirs sans hébergement pour le mois d'avril. Donc ce centre aéré s'est tenu donc, du 22 avril au 26 avril dernier. Il est enregistré une très belle fréquentation à nouveau, malheureusement terminée en fin de semaine par quelques désistements d'enfants, car il y a eu une petite épidémie de gastro sur la fin et il y a eu quelques enfants qui n'ont pas pu finir le centre. Le centre s'est terminé par une sortie à Provins, donc à la cité médiévale de Provins, avec un atelier autour de la cuisine moyenâgeuse et ensuite le spectacle avec les chevaux, pour ceux qui connaissent les chevaliers. Donc, visiblement, tout le monde était très content. Il y avait une demande de Pascal Fradera, je crois, au dernier conseil, demandant en gros la proportion d'enfants SO-, tout en sachant, et j'avais précisé que les centres de loisirs maintenant compétence de la carte, tout habitant de la carte peut mettre son enfant, aussi bien à Faratoire de Noix que chez nous, à Chieri ou autre, aller de plus de 90%, en sachant qu'il y a des enfants qui ne sont pas obligatoirement, des familles qui ne sont pas obligatoirement SO-, mais qui ont leur enfant scolarisé, soit à l'école 204, soit à l'école maternelle. Donc voilà, donc à nouveau une belle réussite, tant quantitative que qualitative. Vous avez sur table, comme annoncé dans la note de synthèse, le projet de délibération concernant les demandes de subvention des associations pour l'année 2024. Je précise que la commission des finances s'est réunie mardi dernier et a pu étudier chaque demande. On y reviendra donc au moment de la délibération. Je précise toutefois d'entrée que les conseillers municipaux qui sont membres des bureaux d'une de ces associations ne participent pas au vote. Alors qu'on soit bien clair, membre du bureau, ça veut dire président, présidente, secrétaire, trésorier ou trésorière. On ne peut pas étendre aux adhérents, on serait vraiment un peu ridicule, je pense. Il faut s'en tenir, je crois que Mme Verneau opine
C'est ce qu'on a fait l'an passé d'ailleurs, il me semble. Très bien. C'en est tout au niveau des informations, si je ne m'abuse. Donc on va commencer tout de suite par la délibération 35 que je vais rapporter. Donc il s'agit de la fixation de la contribution des communes extérieures aux frais de scolarisation. Je vous rappelle donc la contribution de la commune de résidence des familles aux frais de scolarité d'un enfant scolarisé à Essômes-sur-Marne pour l'année 2023-2024 est fixée à 1 453,20 € pour un élève en cours de cours maternel et à 600,10 € pour un élève de cours élémentaire. Alors ça fait suite donc à plusieurs courriers de Monsieur le Préfet qui a reprécisé donc les règles de défraiement, si je puis dire, de participation des communes qui ont des enfants scolarisés en dehors de leur commune. Il a été demandé à chaque commune d'établir, selon des critères très précis, à combien reviendrait un élève, ce qui a été fait. Il y a eu tout un travail de la commission affaires scolaires et finances là-dessus. Et normalement, ce tableau doit être réévalué chaque année. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui vient, une famille, on va prendre, je prends une commune au hasard, complètement au hasard, Étampes-sur-Marne par exemple, qui souhaite scolariser son enfant à la Côte 204. Donc, cette famille-là va faire la demande. Le maire d'Étampes va émettre un avis favorable ou défavorable, en sachant que si cette commune bénéficie, d'un accueil scolaire, du matin et du soir, sous forme d'études ou d'accueil, s'il bénéficie d'une cantine scolaire, il est en droit de refuser le fait que l'enfant soit scolarisé à Essômes. Par contre, il y a quelques cas qui sont des dérogations de droit, notamment en ce qui concerne, par exemple, le suivi médical d'un enfant qui devrait être suivi très proche de telle ou telle commune, par exemple. Donc, ça veut dire que... Et maintenant, les documents de dérogation ne passent plus par l'inspection départementale de l'éducation nationale. Jusque-là, l'inspecteur émettait un avis, bien souvent c'était sans avis, parce qu'il ne voulait pas obligatoirement rentrer dans cette histoire. Concrètement, une dérogation qui serait refusée par le maire pour lequel la famille donc, habite sa commune, sans avoir par exemple de restauration, de garderie ou autre, la famille en question pourrait adresser un recours auprès du préfet dans un délai de 2 mois. Alors par contre se posera un autre problème, c'est une commune qui a tous les services nécessaires, qui mettrait donc un avis défavorable. Et bien, là aussi, la famille pourrait se retourner vers le préfet pour un recours. Et c'est le préfet qui tranchera. Voilà. Je rappelle qu'il était communément admis entre certaines communes de la Côme d'Aglo de ne pas se faire payer mutuellement les frais de scolarité, ce qui n'est pas le cas partout, puisque dans la communauté de communes de l'ancien canton de Charly, ils le font. Maintenant, cette règle tombe. Donc voilà, on aura quelques affaires à régler, parce que ça ne sera pas facile obligatoirement à juger. Dans un cas, si le maire accepte de laisser partir alors qu'il a tous les services à portée des familles, ça veut dire que la commune payera les frais de scolarité à la commune d'accueil, ce qui a un coût quand même important. Et parfois, les conditions des demandes sont liées, par exemple, au mode de garde de l'enfant, à diverses... Voilà. Donc voilà, on risque d'avoir quelques situations peut-être un peu conflictuelles à gérer. D'un autre côté, on prend une commune lambda qui aurait 20 élèves ou 30 élèves scolarisés hors de leur commune alors qu'ils ont les structures d'accueil. Ça pourrait vite monter à 20 ou 30 000 euros
pour la commune annuellement. Donc là, il y a quand même un enjeu de taille. Qui plus est, ça peut entraîner aussi des risques de fermeture de classe. Donc voilà, on va avoir à le gérer. Ça sera la première année, on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, donc moi je remercie les membres de la commission affaires scolaires, commission finances, qui ont fait une étude très précise. C'est essentiellement les frais d'investissement. Il y a quelques frais de fonctionnement qui peuvent passer, mais très très peu. Donc vous voyez que les sommes qui apparaissent dans la délibération sont au centime près, si je puis dire. Le calcul a été fait de manière très sérieuse. Donc je vous demanderai, après échange, si vous le souhaitez, d'adopter cette délibération. Y a-t-il des demandes de parole? Oui. Moi, c'est juste une petite... Attends, il faut qu'on passe le micro, parce qu'on pense toujours à nous, mais on ne pense pas à... Oui, c'était juste une petite précision. Gabi Artouille qui ne va pas pouvoir venir au conseil municipal. On vient de me donner le pouvoir, c'était juste pour prévenir. Mais si le pouvoir a été rempli, on prend en compte, on le rajoute. Ce qu'il nous faut en termes de présents. On a 18 présents et 38. 18 présents et 3 pouvoirs. Demande d'intervention sur la délibération? Non? Très bien, je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3. Parmi les personnes qui ont des pouvoirs, qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Ok. Donc nous avons donc un contre, 3 abstentions, ce qui fait 4 sur 21, c'est ça? Ça fait 17 pour. Merci pour ce vote. 3 abstentions, 1 contre, 17 pour. J'ai démarré un petit peu trop vite, j'ai oublié de vous faire approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal du 26 avril. La secrétaire de séance, c'était Mme Bouillot, si je me souviens bien. Y a-t-il des remarques sur ce compte rendu? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les personnes qui ont les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, 21 pour. Je vais céder la parole avec grand plaisir à Jean-Brice Camerini pour la délibération 36. Bonsoir. Délibération 36, convention cadre pour l'implantation et l'utilisation de conteneurs semi-enterrés ou enterrés. 4 conteneurs semi-enterrés avec contrôle d'accès pour badge pour les ordures ménagères résiduelles et ouverture operculée pour les recyclables ont été installés par la communauté d'agglomération au bénéfice des résidents de la collinette. Ces conteneurs sont opérationnels depuis le 2 mai 2024. Une convention est proposée entre la CRCT, compétente en matière de collecte des déchets sur son territoire, la société Coalia, gestionnaire des immeubles concernés, la société BHS, propriétaire des lieux, et la commune des Sommes-sur-Marne, en qualité de pouvoir public. La commune est sollicitée afin d'accorder son autorisation pour l'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit pendant la durée de la convention proposée sur 10 années à compter de sa signature. La convention sera ensuite actuellement renouvelable par tacite reconduction. Je vous invite par conséquent à autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour l'implantation et l'utilisation des conteneurs semi-enterrés sur le site de la collinette. Il y a des observations? Des observations? Non? On peut passer directement au vote. Donc, pour ceux qui ont vu les containers, ils sont à côté du portail d'entrée. Je précise qu'il y a d'autres containers du même type, mais qui sont sur le domaine privé, à côté de la salle du comité des fêtes et au niveau de la résidence La Vallée. Et ça, c'est sur le domaine privé. Il y a comme une question, c'est si j'ai bien compris, les containers sont déjà installés et fonctionnent. Bonne question. Est-ce que ce serait intéressant qu'on soit peut-être informé avant que ce soit installé, si ça se reproduit? Je pense que si on nous demande un avis, si on nous demande un vote à la suite d'une délibération, ça serait normal quand même qu'on soit consulté par parce que ça devient une habitude, les choses se font, puis on nous demande d'entériner comme si on était une chambre d'enregistrement, ce qui n'est pas vraiment le cas. Oui. Oh, tout à fait. Je pense que là, il y a eu un petit problème au niveau du timing.
Bon, il est vrai, en plus, que j'ai envie de dire, ils peuvent être quasiment que dehors, parce que je vois mal les camions rentrer, tourniquer là-dedans et ressortir. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que oui, tout à fait. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les personnes qui ont les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 21. Et ben, on continue, je pense. Ouais. Donc, délibération numéro 37, gestion des eaux pluviales urbaines, j'ai pu. Convention de délégation de compétences 2024 à 2026. La loi NOTRe a imposé le transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences eau, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines, GEPU, donc aux communautés d'agglomération. Dans l'objectif de donner davantage de souplesse à l'exercice de ces compétences, la loi autorise les communautés d'agglomération à les déléguer à leurs communes membres, en tout ou partie, selon un mécanisme défini dans la convention qui a été jointe en annexe. La communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry demandant un délai supplémentaire pour disposer d'un service opérationnel lui permettant d'exercer pleinement cette compétence, la CRCT propose à ses communes membres d'exercer pour son compte la gestion courante du service eau pluviale urbaine. Ainsi, les dépenses effectuées pour le compte de la communauté d'agglomération par les communes au titre de la convention seront acquittées par les communes, puis remboursées, après établissement par la communauté d'agglomération d'un état de remboursement tenant compte des dépenses réellement engagées par la commune concernée et, dans le cas des opérations d'investissement GEPU, des recettes perçues par la commune et de la participation financière de la commune concernée, si celle-ci a choisi le mode dérogatoire de détermination des attributions de compensation GEPU. Considérant que la convention sera conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date d'effet, soit à compter du 1er janvier 2024, et ce jusqu'au 31 décembre 2026, le conseil municipal est par conséquent appelé à approuver la signature d'une convention de délégation de compétences de la CRCT vers les communes concernant la gestion des eaux pluviales urbaines pour les années 2024, 2025 et 2026, et à autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Les observations? Oui, moi je me pose une question. Si j'ai bien compris, autrement il faudra m'expliquer un peu plus longuement, c'est un service qui était un service communal à l'origine, qui a été délégué à la suite de la loi de janvier 2020 à la communauté d'agglomération, laquelle communauté d'agglomération visiblement ne s'est pas emparée du sujet et redélègue aux communes qui la composent la gestion. Alors, qu'est-ce qui a empêché, est-ce qu'on peut savoir pour les délégués à la communauté d'agglomération, qu'est-ce qui a empêché cette communauté d'agglomération de s'occuper de ses affaires et de faire en sorte que la loi soit respectée et dans son esprit et dans son texte? Parce que alors, je trouve que c'est complètement hallucinant cette histoire, complètement. On délègue, on nous oblige par loi à déléguer ce pouvoir à la communauté d'agglomération, laquelle dit oui, puis ensuite on rebalance aux communes avec un mécanisme très compliqué qui doit compliquer la vie des directeurs généraux de services et petits quanti. Je trouve qu'on mériterait des explications. Est-ce que cette communauté d'agglomération est assez incapable pour ne pas régler le problème? Est-ce qu'il y a des vrais sujets qui l'empêchent de le régler? Ou est-ce que c'est une incompétence notoire? Est-ce qu'on peut avoir de la part des délégués qui sont présents lors des délibérations ou des débats de la communauté d'agglo quelques explications quand même? En complément, juste pour rebondir, que passe-t-il si on ne votait pas la délibération? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Alors, je vous rappelle quand même que quand il y a eu la création des coms d'agglo ou communautés de communes, il y a eu 3 socles. Il y a eu un socle de compétences de l'EPCI, donc des coms d'agglo obligatoires. Il y a eu un socle de compétences optionnelles qui faisait qui étaient soumises aux communes. Et puis d'autres qui restaient complètement au niveau des communes. Je prends par exemple ce qui reste au niveau des communes, par exemple, sont les écoles, un des exemples. Alors cette compétence GEPU a été en effet, comme tu le signales, imposée aux EPCI, qui s'en serait bien passé. Donc derrière, il y a eu un gros problème et de gestion et financier. Alors là, il y a Eric aussi, donc, qui est au conseil communautaire, Stéphanie, mon cher père, qui est excusé, moi-même.
Et donc, le bilan des courses, le conseil communautaire, il était décidé en effet de rebasculer. C'est-à-dire que les communes vont payer les travaux et ensuite, selon les règles établies, il y aura un remboursement aux communes des frais. Alors, en sachant que sur le pluvial, pour aller très vite, hein, tu pourras compléter, Eric, tout ce qui est en dessous du sol, c'est comme d'agglo, et tout ce qui est au-dessus du sol, c'est pour les communes, pour aller très vite. Hein. Tu veux compléter? C'est un peu vrai que du fait que ça fait partie du package de départ, ils auraient dû le garder et se mettre en capacité de le traiter. Ah oui. C'est tout. On dit qu'il n'y a pas de service, mais il y a des services pour faire Tout à fait. donc on aurait pu nous filer plein de... Tout à fait. Surtout qu'ils ont fait l'inventaire du pluvial il n'y a pas longtemps, dans toutes les communes. Oui. Oui, ils sont. Hors passage caméra, par contre. Est-ce qu'on peut souhaiter que nos délégués pour la communication au sein de la communauté d'agglomération fassent part quand même de notre, au minimum, étonnement devant cette manipulation qui me semble malvenue? Moi, je ne comprends pas que des institutions qui sont en charge de problèmes d'ordre public ne les règlent pas. Ça me semble complètement anormal. Personnellement, je vois aucun souci à faire remonter quelque chose du genre. La compétence avait été mise à la com d'agglo. La com d'agglo renvoie vers les communes, ce qui apparaît pour le conseil municipal pour le moins incohérent, malvenu. Et on peut même, y compris, redemander des explications complémentaires. Alors là, je parle de tête, je n'ai pas de document, mais le surcoût pour la com d'agglo était de l'ordre de pas loin de 400 000 euros, si je ne m'abuse, 380 000 euros à peu près, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, on est dans... Oui. Ils ont les services compétents de toute façon. Oui, S'ils ont plus de personnel. je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le Parce contraire. que nous, on avait quand même des travaux qui devaient être engagés depuis 2018 sur la rue d'Amar, Oui. qui n'ont jamais été faits. Oui. Les derniers... Qui ont été faits. Oui. Les derniers qui ont été faits où on a touché un peu de subvention, c'était le haut de la Borde, hein, qu'on a fait en tout début de mandat. Oui. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est effectivement, comme Pascal, ils ont des services compétents. Là, on va faire quoi? On va payer leur incompétence pour être compétent à la place. Et là, en fait déjà, quand ils avaient la compétence, on avait voté qu'une partie des travaux revenait financièrement à la com d'agglo et une partie revenait aux communes. Hein, tu changes une grille, la grille, c'est pour la commune. Tu creuses, C'est l'aglo qui la tient, non? C'est- Clairement, non. Oui, voilà. Tu creuses, tu mets une canalisation, tu fais je ne sais quoi ou autre. Là, c'est l'agglo. La différence là, c'est que maintenant tu vas tout payer, tout la commune, et derrière, plus tard, la com d'agglo va rembourser la part qui est la sienne. Voilà. Ce n'est pas une compétence complète. Si la compétence complète avait été déléguée, il n'y aurait eu aucun frais pour les communes. Par contre, peut-être que la com d'agglo aurait dû revoir en effet financièrement la part des communes par rapport à la com d'agglo. Ça fait l'objet de longs débats en conseil communautaire. Il y a eu de vives critiques d'ailleurs sur le sujet. Donc moi je vous propose en effet quand même de le voter, ça c'est clair, mais de remonter en reprenant l'argumentation de Jean-Jacques au niveau de notre com d'agglo et donc de la nouvelle équipe qui sera installée samedi. Ah, pardon. Pour rebondir un petit peu sur tout ça, quelle serait la charge financière, parce que j'imagine des travaux quand même de cet ordre-là ont un certain coût. Nous, c'est pas forcément budgété dans nos prévisions annuelles, voilà. Donc ça veut dire que qui va décider des travaux? Est-ce que c'est quand même nous qui décidons ou pas? Et si c'est la com d'agglo et qu'on doit avancer l'argent, quel sera le délai de remboursement? Et est-ce qu'on aura suffisamment de fonds pour pouvoir assumer Tu prépares ton dossier, tu le soumets à la com d'agglo et on te dit en gros que ton dossier passera en 2024, en 2025, en 2026 pour aller vite. Ah, mais il faut quand même que la commune avance les fonds. Oui, tout à fait. C'est la grosse différence. Et il faut quand même que la com d'agglo accepte. Il faut quand même que la com d'agglo accepte. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas d'acceptation, alors je vous prends par exemple, si on avait des gros travaux de l'ordre de, allez, je vais dire 300, 400 000 euros,
Il faudrait qu'on y regarde 2 fois avant de les lancer, parce que si on n'est pas sûr d'avoir la subvention, là on est mal. Hein. Oui, alors pourquoi si pour peut-être pas eux-mêmes directement, si on doit avoir leur avis, on doit attendre leur. C'est évident en fait. C'est la bourse de trésorerie. C'est un problème financier. Si vous avez suivi un petit peu les débats au niveau des derniers conseils communautaires, il était évoqué la situation financière de la commune. Oui, Oui, moi j'ai aussi une question par rapport à ça. vous n'entendez pas les gens. Je disais que j'avais une autre question par rapport à ça. C'est, on est au mois de mai, on a déjà voté pour le budget de la commune, et c'est seulement là, maintenant qu'on nous pose la question, alors que c'est un truc qui démarre au 1er janvier 2024. Oui. Donc il y a quand même un problème de décalage. Si jamais cette convention n'était pas signée, c'est-à-dire que ce qu'on n'aurait pas pu prévoir et anticiper sur le budget. Oui, non, mais tout à fait. Mais n'importe comment, il y a des communes qui ont des dossiers qui ont été faits depuis 1 an ou 2 ans, qui n'ont toujours pas l'accord de subvention. Nous, on ne l'a pas fait, parce qu'on savait aussi qu'il y aurait ce problème-là. Bon, par ailleurs, au niveau du pluvial, et ça on pourra le revoir dans la Xème commission de travaux, en gros, il nous reste 2 choses très importantes à faire, c'est la rue de la Marne, et c'est la traversée de Vaud. Alors la rue de la Marne, c'est déjà une chose, mais même déjà ça représentera un coût, la traversée de Vaud, alors là, pour le coup, ça sera énorme. Hein. Donc voilà. La marche, c'était pas 300 000 euros? Oui, minimum 300 000 euros. En sachant que maintenant, avec l'agence de l'eau, pour lequel d'ailleurs on peut avoir des subventionnements, les conditions, là je parle sous contrôle aussi de Chambry, sont beaucoup plus drastiques sur comment on voit l'eau l'écoulement entre ces mains. Voilà. Il y avait quelqu'un qui voulait la parole? Oui. Imaginons qu'en majorité on vote contre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je posais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, n'importe comment, si... Hein? L'eau se débrouille. Ça veut dire que si tu fais des travaux, tu paieras tout toi-même. Oui, il suffit qu'on ait des travaux à faire. Le financement de la communauté. Hein? Ou en perso, moi, en tant que commune. En tant que commune, on paiera tout... Ah non, on parle que des communes, là, on parle pas de... Autre chose, peut-être une question qui n'est pas forcément anodine, mais si on a des difficultés avec les eaux pluviales, je pense aux tempêtes, cyclones, inondations de tout genre, on est compétent pour régler tout ça tout seul. Oui. En l'état actuel des choses. Oui. Alors, il faut savoir que dans le mandat précédent, la commune a adhéré au CIVU du Runel, qui est présidé par Jean-Luc Régnier. Et j'ai vu d'ailleurs que dans votre tribune, vous aviez signalé que ça n'avançait pas bien. C'est bien ça, hein, voilà. Et donc là, on en est à refaire... le CIVU relance un nouveau cabinet pour faire des études sur les bassins versants, sur la commune, puisque les anciennes études qui avaient été faites par une société qui s'appelle Sofim ne correspondaient plus justement aux nouvelles normes de l'agence de l'eau. Et la Sofim s'est déclarée incompétente par rapport aux nouvelles normes. Donc, le CIVU de Runel a, sur ce FN propre, alimenté essentiellement par la cotisation des 7-8 communes qui en font partie, a payé le désistement auprès de cette société, certaines communes n'ont pas payé, et la nouvelle étude qui va coûter TTC 80 000 euros sera entièrement financée par le CIVU. Et normalement, elle devrait partir prochainement, démarrer prochainement. Mais c'est un peu difficile. À la limite, on pourra avoir un débat à un moment donné sur l'état de catastrophe qui pourra arriver. Pour moi, c'est un peu indépendant tout ça, c'est pas la même chose. Non, mais moi, je lis que s'agissant de cette loi de janvier 2020, elle concerne aussi la gestion des eaux pluviales urbaines. Oui, urbaine. Urbaines. Bon, si on a demain une catastrophe, comme il y en a eu beaucoup à droite et à gauche ces derniers temps, Oui. en raison du dérèglement climatique à Essôme, comment fait-on pour gérer cette catastrophe? Financièrement, comment fait-on? Si demain il y a des maisons inhabitables, si demain on a des réseaux routiers pourris, si, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, est-ce que nous sommes compétents, les seuls compétents, ou est-ce qu'on a quelque chose à voir avec la communauté d'agglomération? Et comment fait-on pratiquement? Alors,
il ne faut pas qu'on confonde l'usuel et le catastrophique. Donc, dans le cas du catastrophique, en règle générale, avec le préfet et le sous-préfet, il y a une réunion des communes concernées et avec le dépôt de catastrophes naturelles. On l'a connu, alors c'était en 2000 combien 9 ou plus avec la rue du Tarp. 2009, c'est ça, il y a eu 2006-2009. Où à l'époque, Jean-Paul Carbois fait pour la commune un dossier de catastrophe naturelle. Hein. Non, mais c'est une situation qui est très complexe, très insatisfaisante, j'en conviens largement. Donc pour bien répondre à la question, si on ne la vote pas, c'est pas grave. Si on a besoin de travaux d'eau pluviale, on les payera à 100%. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas que la charge revienne, la charge financière revienne à la commune. L'enjeu, c'est de dire à la commune d'Aglo, assumez votre boulot, quoi, vos compétences, vos responsabilités. En plus, toutes les communes payent pour ça. Donc, on cotise. Et puis, si la loi dit que c'est la compétence de l'Aglo, si elle a un problème de déficit budgétaire, c'est comme si voilà, en quoi les communes ont à subir, peut-être, je ne sais pas, une défaillance de gestionnaire, ou je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Pascal évoquait tout à l'heure une étude qui vient d'être qui a été faite sur l'état de la région, etc. C'est surtout l'intercommunalité, vous savez. Oui. Est-ce que cette étude va pouvoir être rebalancée sur chaque commune pour être utilisée? Bien sûr. Ensuite, la troisième chose, c'est que les cabinets d'études, je pense que c'est un investissement intéressant. Surtout quand on voit les budgets de réflexion. Alors, les normes au niveau de la qualité d'eau changent constamment, comme tu viens de le dire. On est en 2024, on fait faire une étude par rapport à des travaux. Comme tu disais, le retour de l'aglo sera OK, on vous merci, voilà, pour 2026-2027. Or, 2026-2027, les normes ont encore changé. Donc, re-étude. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on dit, nous? Alors, on a tellement payé d'études qu'on n'a plus d'argent pour faire les travaux. Et c'est là qu'arrive une catastrophe naturelle, et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le ciel du tombe sur la tête. Ah oui, c'est possible. Enfin, en tout état, on est face à cette dernière étape, oui. C'est qu'avec ce système-là, on va revenir à un système antérieur où il y avait une entreprise qui venait pour creuser une tranchée, une autre où il fallait attendre les délais pour qu'elle vienne mettre les tuyaux, et une autre pour refermer. Pourquoi? Je ne sais pas, alors, une fois c'est un tel qui s'en occupe, qui a la compétence, une fois c'est un autre. Tu disais tout à l'heure que malgré tout, l'aglo conserve une partie de ses compétences. Oui. Donc ça tient des fusils. Oui, quand on a fait le pluvial au de la Marne, les travaux ont été faits tout d'un coup. On a balancé notre facture et on a eu le remboursement tardivement. On a attendu au moins 1 an et demi, je crois, avant d'avoir le remboursement. Mais quand la position de l'aglo est connue, elle a bien été votée par nos représentants, oui. Par tous les représentants, donc toutes les communes ont accepté. Le conseil communautaire, très largement, a voté pour. Et pour quel motif? On regarde notamment de la situation financière, parce que je répète, ça amenait à un déficit très très important, il me semble. Donc l'aglo ne voulait pas avoir ce déficit, elle l'a rebalancé aux communes, Mais, de se débrouiller. non, mais je vous rappelle que quand même que avec le système qu'on avait, les travaux étaient faits, il y avait une prise en charge de la commune d'Aglo, une prise en charge de la commune. Maintenant, il y aura toujours la même prise en charge de la commune d'Aglo, mais après coup. C'est là qu'est la différence. C'est tout. Oui, non, mais on sait que ça pose des difficultés, mais n'importe comment... Surtout sur un sujet aussi sensible. Oui, n'importe comment, à mon avis, c'est un sujet qui est très très loin d'être clos au sein de la commune d'Aglo, et ça va revenir très rapidement dans la nouvelle équipe qui sera élue samedi prochain. Ça c'est clair. Comme d'autres sujets d'ailleurs, qui reviendront. Oui. Il y a une chose. Vas-y. Il y a une chose que je n'ai pas bien compris, mais c'est peut-être moi. C'est dans la mesure où on devait ne pas voter favorablement ce projet.
J'ai cru comprendre qu'en fait, la loi avait transféré la compétence des communes aux collectivités de communes, et là, le projet, c'est de retransférer à l'inverse. Par conséquent, si on devait ne pas voter ce projet, dire non, on n'est pas d'accord, ça resterait au niveau de la communauté d'agglomération, donc ce ne serait pas à la commune de financer des travaux s'il devait y en avoir. Bon, ben, à part qu'il y a quand même deux choses. La première, c'est qu'il y aura une majorité de communes qui vont voter cette délibération, une très grande majorité. Donc à partir du moment où il y aura une majorité, l'appartement sera adopté, point. Donc voilà, c'est tout. Donc en fait, on soit d'accord. Ça changera rien. Si on n'est pas d'accord, on prend notre dossier sous le coude. Ah oui, là, t'es tranquille, là, puis voilà. Ça, tu... Ça risque de dégrader nos relations avec la commune. Ben, ça risque de faire en sorte que le dossier il soit traité au calendrier. Voilà. Mais c'est la troisième fois, là. Alors par contre, moi, je serais assez d'avis, juste après, je serais assez d'avis qu'en commission, voire par la suite en conseil municipal, on a un petit temps d'échange avec les représentants du CIVUDNEL pour qu'on voit en effet où en est l'avancée du dossier et comment ça va se continuer. Ça pourrait être intéressant. Hein. Parce que derrière, n'oubliez pas qu'il y aura toute une négociation à avoir, parce que le financement de ces fameux travaux est prévu aussi avec un financement des propriétaires agricoles et viticoles. Majoritairement d'ailleurs, ce qui est prévu la première fois aux alentours de 95%, 90%. Voilà. Bien, alors, je comprends la satisfaction, j'en ai moi-même. Par contre, je vous demande quand même de voter cette délibération. Pardon, ah oui, excuse-moi, je ne t'ai pas donné la parole. Non, je voulais juste rappeler que c'est la troisième fois qu'on vote cette délégation. Oui, c'est la troisième fois qu'on vote, exact. Donc il y a des gens qui travaillent à l'agglo, c'est sûr. Oui. Voilà. On va voter. Donc on y va, qui est qui est contre, pardon, on va commencer par les contre. 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient 1, 2, 3, 4, 5. Vérifiez avec moi, s'il vous plaît. 3, 4, 5, c'est bien ça. Parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient 1. Donc on a 6 abstentions, 5 contre sur 21. Très bien. Donc 6 abstentions, 5 contre, ça fait 11 sur 21 ou 20, sur 21, ça fait 10. Ok. Je vais passer la parole donc à Jean-Jacques Théani pour la délibération 38 et la 39. Alors là, qui va faire l'objet aussi d'une explication à Jean-Jacques, hein, puisque... Vas-y, par contre, il faut le micro, parce que on pense toujours à nous, mais on ne pense pas à ceux qui écoutent. Alors, chers collègues, ce sont 2 délibérations que vous connaissez d'ores et déjà, puisqu'elles ont déjà été évoquées devant ce Conseil. Il s'agit de revenir sur le fameux rapport qui a été rédigé et établi par le cabinet Nasca, architecte, à propos de l'état sanitaire de l'abbatiale des Saulnes-sur-Marne. Je vous rappelle que ce rapport est un rapport très important qui comporte des centaines de pages, une iconographie très intéressante, variée, historique, etc. et qui prévoit, en fonction des urgences, les travaux nécessaires au maintien de l'abbatiale dans un état correct. Il se fait que le coût de ce rapport est élevé, puisque si je relis les chiffres ici, les études s'élèvent en TTC à 297 000 € concernant simplement le montant des études, hein, il ne s'agit pas des travaux effectués, et que pour payer ce montant, dont on a déjà parlé ici de notre conseil, 2 subventions étaient sollicitées et souhaitables. D'une part, une subvention de la DRAC et d'autre part, une subvention qu'on appelle API, et dont j'ai beaucoup de mal à me rappeler. Partenariat d'investissement, qui permet évidemment de diminuer considérablement les factures à la charge de la commune.
Ces délibérations reviennent devant vous. Pourquoi? Parce que lorsque la subvention a été sollicitée auprès de la DRAC, la réponse de la DRAC a été de dire que en fait, les caisses de la DRAC étaient vides et qu'il faudrait représenter cette subvention auprès de la DRAC, mais pour l'année 2025. Et dans la mesure, si j'ai bien compris le mécanisme, dans la mesure où la DRAC ne pouvait pas subventionner cette opération en 2024, le département, par le biais de l'API, ne pouvait pas non plus donner suite à la demande de subvention, ce qui fait qu'en l'état actuel des choses, le montant de la facture du cabinet d'architecte Lasca n'est pas honoré. Je me suis inquiété de savoir si ce cabinet acceptait quand même d'attendre un an de plus pour être rémunéré ou pas. Il semble, d'après la directrice des services, qu'un accord ait été trouvé avec le cabinet Lasca, qui accepte évidemment d'attendre qu'il soit statué sur les 2 demandes de subvention pour rédiger le règlement de sa facture, ce qui est plus que souhaitable vu nos prévisions budgétaires. Donc je vous demande de voter ces 2 délibérations qui ont déjà, je le rappelle, été votées, que vous aviez à l'époque acceptées, en sachant que je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions ayant trait à ce sujet. Et je rappelle au Conseil que le rapport qui a été établi est un rapport de grande qualité et qui recouvre non seulement le sujet précis de l'abbatiale, des travaux, de l'état d'hygiène, etc., du bâti et du toit et du reste, mais il concerne aussi une bonne partie de l'histoire municipale qui n'est pas du tout inintéressante. Voilà, donc je vous propose, si M. le maire veut bien, de voter. Y a-t-il des interventions? Je vous propose de passer directement au vote. Qui est contre? Donc 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Parmi les gens qui ont des pouvoirs, qui est contre? 1. Qui s'abstient? Donc 1, 2, 3, 4, 5 contre, le reste en pour. Alors, même démarche, pour simplifier, peut-être Jean-Jacques, il s'agit de l'autre demande de subvention. Alors, les explications de la première demande de subvention englobaient évidemment les mêmes observations que pour la seconde. Simplement, il faut bien comprendre que la première demande de subvention conditionne l'obtention de la seconde subvention, ce que chacun a pu comprendre. Donc, évidemment, je ne vais pas recommencer les explications, mais vous inviter à voter cette deuxième demande de subvention qui est la direction du département. Alors j'ignore si API c'est une agence du département ou si c'est une appellation. Non, il y a 2 dossiers de subvention de la part du conseil départemental, l'APV, N partenariat voirie, voilà, et API, N partenariat investissement, qui concerne plusieurs champs, dont celui de la culture, du patrimoine, mais pas seulement. Je crois qu'il y a des équipements sportifs, il doit y avoir des trucs liés à la nature, à l'environnement. Donc, oui. Oui. L'aménagement par rapport aux personnes handicapées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé une subvention, Stéphanie. C'est pour ça qu'on a demandé un bout de subvention à API pour l'ascenseur handicapé, si je ne m'abuse, lors du dernier conseil municipal. Je te remercie pour ta clarté. Donc on peut passer au vote. Donc qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Parmi les gens qui ont un pouvoir, qui est contre? 1. Qui s'abstient? Donc même vote. 5 contre, le reste en pour. Donc les 2 délibérations sont adoptées. Je vais céder la parole à Xavier Christophe Lecomte pour des problèmes, pour des délibérations, mais pas des problèmes, excuse-moi. Enfin, s'il y a des problèmes, je suis retrouvé, c'est pas grave. Concernant donc les finances et la vie économique. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent. Alors, on va commencer par un point pour information. Il s'agit d'une décision de fongibilité des crédits que nous avons prise et que l'on vous rapporte comme c'était engagé pour alimenter l'article qui nous sert à comptabiliser les dégrèvements de taxes d'habitation sur les locaux vacants qui, comme vous le savez, sont à la charge de la commune. Donc vous avez le déplacement de crédit, si je puis m'exprimer ainsi, qui est indiqué en page 7 de la note, où on abonde l'article concerné, donc c'est le 739 11 12,
d'une somme de 3 000 €, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont propriétaires de logements sur la commune, qui sont vacants depuis plus de 2 ans, qui ont été imposés à cette taxe et qui ont été dégradés parce que soit le logement est inhabitable en raison de son insalubrité, soit parce qu'il est mis en vente. Voilà la raison de ce déplacement. Je précise, si vous voulez bien, que je pense qu'on sera obligé de revenir sur cet article parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres dégrèvements qui interviennent au cours de l'année. Avez-vous des observations sur ce point? Alors on enchaîne. Oui, puisque là, il n'y a pas de vote. Oui. On va enchaîner sur des demandes de subvention, de demandes d'aide, pardon, à l'achat de récupérateurs neufs d'eau de pluie. Donc nous avons reçu 2 demandes. On va commencer par la première. Elle émane de M. Benoît Laratte, qui réside sur la commune et qui nous a présenté une aide, une demande complète d'ailleurs, pour un montant TTC de 69,99 €. Donc si on applique les conditions de l'aide, celle-ci serait d'un montant de 34,995 € que l'on propose généreusement d'arrondir à 35 €. Avez-vous des observations sur ce point? Non. On va passer directement au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Dans la foulée, la 41. On enchaîne, c'est la même chose. C'est une demande d'aide qui a été présentée et le dossier est complet, là encore, par un autre habitant de la commune. Je pense que c'est un habitant de Monod, d'ailleurs, c'est M. Pouillot. Lui a acquis dans une grande surface une cuve qu'il a payé 79 € de TTC. Donc si on applique les conditions, l'aide s'élève à 39,50 €. Est-ce qu'il y a des observations? Peut-être quelqu'un qui ne veut pas participer au vote? Je voulais juste expliquer. Quand il parlait de cette année, c'est une erreur de prénom à la fin. Oui, ça a été corrigé. En fait, il y a dû y avoir un copier-coller. C'était le prénom de la personne précédente qui a été mis de manière indue. Donc là aussi, passons au vote. Donc en sachant que Mme Pouillot ne vote pas. Hein. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les porteurs de mandat, qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, mais cette fois-ci sur 20 votants. Nous allons continuer avec le dossier peut-être un peu le plus copieux. Hein? Alors, le point numéro 42, une demande de subvention que l'on propose de verser en 2024 aux associations. Donc, comme chaque année, nous recevons des demandes de subvention des associations qui travaillent sur la commune. Cette année, nous avons reçu 20 demandes de mémoire. Nous avons examiné en commission finance l'ensemble de ces demandes. Je vous rappelle que l'enveloppe dédiée aux subventions au budget 2024 s'élève à 16 000 €. Vous avez le projet de distribution des subventions en délibération déposée sur table comme on l'avait prévu, puisque au moment où la note a été présentée, la commission finance ne s'était pas encore réunie. Dans ce projet, on arrive à un total de subventions à distribuer d'un montant de 13 700 €. Ça veut dire qu'il reste un solde non utilisé à ce stade de 2 300 €. On rappelle également, et ça a été évoqué lors de la commission finance de la semaine dernière, que les sommes allouées cette année aux associations n'engagent en rien pour les années suivantes. Ce n'est pas parce que l'on verse aujourd'hui une subvention à une association qu'on sera amené à le faire de manière systématique l'année suivante. Et par ailleurs, les montants n'engagent pas non plus sur l'avenir. Si on choisit de verser une subvention sur plusieurs années à une association, le montant pourra être différent ou révisé en fonction des éléments du dossier. Je rappelle également ce qui a été dit en commission finance, c'est que toutes les associations seront informées par courrier que l'on va préparer, Madame Gobier et moi, pour les informer du montant qui leur est attribué
Et comme vous le voyez, dans certains cas, il y a des conditions qui ont été ajoutées pour la distribution des subventions parce qu'il nous manquait des éléments dans le dossier. Donc on les demandera à l'occasion de... on demandera les informations qui nous manquent à l'occasion de ce courrier. Je profite de cet instant et je présenterai ensuite dans les grandes lignes des subventions pour dire que pour l'an prochain, on envisage de revoir complètement le questionnaire et le dossier de manière à ce qu'il soit souscrit systématiquement en ligne et uniquement en ligne. Ce qui pourra aider les associations qui peuvent avoir du mal à le remplir et au besoin se mettra à leur disposition pour les accompagner dans cette démarche. Alors pour 2024, on vous a fait comme d'habitude une présentation par grand thème, par action comme on dit, sur l'action sport. Le projet prévoit une distribution d'un montant de 3100 € aux associations, à la compagnie du jeu d'art, dans son Aumois, Instant Fitness, l'Étoile Cycliste, le Château-Thierry Football Club et la pétanque. Sur l'action culture, le projet prévoit une distribution de 2600 € pour l'association de sauvegarde de l'abbatiale, le festival Jean de La Fontaine et l'association d'âme. En ce qui concerne l'action animation, nous avons prévu une distribution de 5800 € pour l'amicale des projets et surtout le comité des fêtes. Pour l'action sociale, la distribution s'élève à 1800 € et répartie sur le comité local de la Croix-Rouge, l'éveil de Liam, la prévention routière sous condition et l'association des diabétiques du département. Enfin, sur l'action environnementale, celle-là c'est un montant de 400 € et ça concerne l'association communale des chasseurs. Vous avez le projet sous les yeux. Avez-vous des observations par rapport à ce projet? Oui, monsieur. Bonjour monsieur. Je veux savoir, toutes les associations listées, c'est des associations qui ont fait des demandes? Oui. D'accord. Okay. On reviendra sur l'environnement après. Alors, ça fait partie de l'environnement, si on peut... Bah oui, on associe. Déjà, est-ce qu'on connaît la population de chasseurs sur Orexon? Alors, c'est dans la demande de subvention, là je ne l'ai pas prise avec moi, mais on a le nombre d'adhérents sur l'association. Il a été demandé, on avait évoqué avec certains adjoints qu'on puisse avoir en effet le nombre total d'adhérents et le nombre des mois. Parce que comme l'a dit Xavier, association exerçant, si je puis dire, une activité sur la commune, ou bien n'exerçant pas sur la commune, mais ayant des habitants qui participent à ces activités. Ce qui revient, c'est qu'il y ait des actions sur la commune. Parce qu'on sait que les chasseurs, généralement, il ne faut pas que chasser. N'importe comment, moi, je ne vois pas de souci, puisque le travail a été fait, à renvoyer à tous les conseils municipaux, telle association, tant d'adhérents, dont tant des mois. C'était fait pour tout le monde. Alors en sachant que sur un des volets, on ne peut pas le faire parce que c'est pas évident. Je pense notamment sur tout ce qui est le social, hein, puisque quand on discute avec la Croix-Rouge, entre autres, mais pas seulement, ils nous disent qu'il y a un tas de repas qui sont donnés à des mois et tout, mais ils ne sont pas obligatoirement le décompte exact. Hein. Mais pour les autres, c'est fait. C'est même un des critères de la demande de subvention. On a 3 lignes, nombre d'adhérents sur la commune, nombre d'adhérents extérieurs à la commune et nombre d'adhérents en tout. De tête, l'association qui a le plus des mois par rapport à son nombre d'adhérents, c'est la pétanque. Ah ça forcément. Voilà. On sait par qui elle est soutenue. Non mais ils sont moins mobiles. Ils sont moins... Un peu d'humour. Très bien. D'autres interventions, monsieur? Pourquoi le secours populaire n'a rien? Parce qu'il a pas envoyé sa lettre, mais il l'aura plus tard. C'est ce qu'on avait dit lors de la commission. On n'a pas reçu de demande. C'est un minimum. Oui, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on a. À la demande de notre Arnaud, on va minimum participer à un dossier au moins une fois, de façon à ce qu'on ait un support écrit. Donc il y a eu un échange qui a été organisé entre la commune et le Secours populaire, effectivement, pour les inviter à présenter une demande. Donc c'est le solde de 2300 € qui était évoqué tout à l'heure servira aussi à ça. On peut peut-être préciser aussi. Ah, pardon, Catherine? Non, je voulais savoir, les subventions exceptionnelles, elles sont associées à un projet particulier? Là, je vois qu'il y en a deux. Oui, c'est le cas en général. C'est une action spécifique. C'est une action spécifique ou un besoin spécifique. D'accord, c'est pas forcément quelque chose à construire, ça peut être une activité, quelque chose comme
ça, par exemple, pour la Ça peut être soit un événement un peu spécifique qui est organisé, ça peut être un surcroît en termes d'adhérents qui exige des équipements supplémentaires ou des choses comme ça. Il y a plein de possibilités. Un exemple qui n'existe pas pour l'instant, mais il y a une association qui fait une convention avec une école pour intervenir sur un groupe de 25 élèves à compter de 5 séances sur un sujet bien précis et tout. Ça peut rentrer dans une subvention complémentaire. Voilà. Non, mais je trouve qu'au fil du temps, c'est quand même un dossier qui est géré de plus en plus avec de la clarté. Mais aussi une certaine souplesse, parce qu'on a des associations qui ont un peu de mal aussi, et bon, c'est pas de leur faute, d'où l'aide proposée pour remplir certains documents. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place pour l'an prochain. Il y a cette demande à faire directement en ligne, et on se mettra à disposition des demandeurs pour les accompagner pour la mise en ligne de la demande, de telle manière à ce qu'on ait bien toutes les informations qui nous parviennent pour pouvoir délibérer ensuite sur l'attribution des subventions. Sur la prévention routière, il faut savoir que depuis des années, la commune ne versait plus rien, tout simplement parce qu'il nous avait été signalé qu'en gros, en dessous de l'an, il n'y avait plus d'intervention dans les écoles, pour des raisons certainement d'effectifs, je ne veux pas savoir, donc on ne versait plus rien. D'où cette somme versée sous condition. Si vraiment il y a des actions, notamment en direction des écoles élémentaires et maternelles, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de subvention. Je précise qu'on va attendre que l'action ait lieu avant de verser la Bien sûr. De même que les deux autres conditions qu'on a évoquées lors de la commission, on va attendre que la condition soit remplie pour pouvoir verser la subvention. Peut-être préciser aussi, parce que je n'étais pas à cette commission, je n'ai pas pu m'y rendre, il y a parfois des associations qui envoient des lettres type, j'ai envie de dire, un peu partout, et ça peut se comprendre aussi. Et dans ce cas-là, à partir du moment où il n'y avait pas de lien direct avec la commune, ces demandes n'ont pas été étudiées. On peut passer au vote? Alors juste, il y a combien de personnes qui s'extraient du vote? Ah oui, alors donc, extrait du vote, alors... 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on est d'accord. Vous êtes sur de responsabilité, Madame Vernois, les veilles de lien? Non, depuis là, mais j'ai l'association des diabétiques. Ah d'accord, oui c'est vrai, exact, pardon. 4 de moins alors. 5 de moins. Donc, qui est pour ce tableau complet de répartition des subventions? Je vais changer un peu. Voilà, qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est pour? Vous avez le pouvoir de M. Bélier, vous débrouillerez avec lui. Ah bah oui, c'est vrai. Vous vous débrouillerez. Il faut faire moins 6. Parce qu'il y a... Voilà, donc c'est le pouvoir de Gabi Hartwig auprès de Bruno. Donc, on retire 6 personnes sur le vote, et donc on arrive à 15 votants pour. 15 pour. Merci de l'unanimité. Ce qu'on peut appeler une unanimité, finalement. Des votants. Bien. J'enchaîne. Oui. Alors, délibération suivante, il s'agit de l'acquisition à l'amiable d'une parcelle de terrain, donc on l'a déjà évoqué. Hein. Il s'agit d'une toute petite parcelle qui s'appelle AI235 de 36 centiares, qui se trouve border la rue de la Marne et que l'on propose d'acquérir pour agrandir la rue de la Marne dans un secteur qui est particulièrement étroit et accidentogène. Et je peux vous en parler d'expérience, parce que ce week-end, je suis passé par là pour aller au déchet vert, et j'ai croisé une voiture, on a dû manœuvrer. Donc, l'offre d'achat est fixée à 50 € le centiare, soit un total de 1 800 €. Le propriétaire a accepté l'offre d'achat. On précise que après achat, la commune s'engage à reconstruire à l'identique un mur mitoyen qui sépare, qui borde cette parcelle et qui va devoir être démoli. Donc voilà, je vous invite à vous exprimer sur ce projet qui va dans le sens d'une amélioration de la voie. Le mur sera construit directement sur notre de moitié-moitié.
Il sera reculé. Il sera reculé en fait, c'est ça, on va le reculer à la limite de la parcelle. Sur la parcelle qu'on a achetée. Non, En limite de parcelle, côté intérieur. côté intérieur. Si on achète le terrain, on est obligé de reconstruire le mur sur notre terrain. Non, sur le leur. Sur le leur. Le bornage qui est fait, il y a le bornage qui est fait, ça sera sur le bornage. Alors quand on dit un mur, attention, c'est pas un mur de 5 mètres de haut, c'est un muret qui est surmonté d'une grille qui pourrait être remise, il faudra juste réincliner un peu la grille. Bruno? Oui, de fait, le mur, une fois refait, il appartiendra à qui? Sera-t-il mitoyen? Oui. Alors, à ma connaissance, ce sera un mur mitoyen et donc il restera mitoyen. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra retenir... Ce sera pour l'acte notarié. Ce sera effectivement, en général, comme d'habitude, pour un acte notarié. Oui, non, mais c'est juste si jamais on l'avait mis sur le terrain. Très bien. D'autres interventions, monsieur? On a une idée du coût du mur? J'ai pas entendu. Une idée du coût du mur? Moi, je n'ai pas de chiffrage à Alors, le coût du mur en matériel, il sera quasiment de zéro, puisque les pierres vont être démontées et remises, donc il y aura juste les joints à refaire. La grille sera réutilisée et recintrée pour que ça corresponde. Et si vous avez bien vu dans le dernier, dans la convention qu'on a faite au chantier d'insertion, on avait mis que ces travaux seraient assurés par le chantier d'insertion. Voilà. Oui. Vu que c'est un mur mitoyen, il est censé. Là, c'est un mur d'une propriété, donc aussi c'est une propriété derrière. C'est une propriété derrière le mur. On va donner un délai quand même au chantier d'insertion pour le réparer, parce que si ça met 3 ans pour être remonté, le propriétaire ne va pas forcément propriétaire. On n'a pas prévu d'installer les toilettes, effectivement, à cet endroit-là, donc ça devrait être beaucoup plus rapide. N'importe comment, il va y avoir l'acte notarié. Dedans, il y aura peut-être certaines précisions apportées, ça c'est clair. Bon, il n'y a pas de souci. N'importe comment, ce dont il faut se rendre compte, personne n'a parlé du prix, mais par rapport, c'est du terrain matière. Donc par rapport au prix, je pense que c'est pas un souci. Hein. On peut pu demander 5 € de moins du bête, mais bon, enfin bon, on est vraiment dans un prix tout à fait négociable, bien négocié. Par contre, il faut bien voir, comme l'a dit Xavier, que ce terrain-là, ce virage-là, là de la Marne, c'est quand même un virage qui dessert les maraîchers, qui dessert les ateliers municipaux, et peut-être un jour, quelque chose en bout, sur une partie de la parcelle communale. On a tout intérêt pour des raisons de sécurité à l'améliorer. Et par ailleurs, comme on l'a souligné tout à l'heure, ça sera aussi un endroit qui devrait être un peu retapé et refait, tant en pluvial qu'en surface, parce que franchement c'est bien abîmé. Et le dernier habitant sur la droite est très très souvent inondé d'ailleurs au niveau de son sous-sol. Oui. Et les frais de géomètre sont à la charge de l'acheteur? Pardon? Les frais de géomètre. Ah oui. Alors, sont à la charge de l'acheteur? Les frais, alors là, Stéphanie, parce qu'en fait il y a eu le bornage. Hein, le bornage, Stéphanie, je ne me souviens plus au niveau du bornage, si c'est nous qui avions payé ou non, je ne me souviens plus. Je ne pense pas, non, parce qu'ils avaient besoin aussi du bornage pour autre chose. Les frais de bornage n'ont pas été payés par la commune, par contre il y aura les frais de notaire, on va sur une parcelle de 1800 €, ça ne va pas être payé. Il faudrait peut-être le préciser alors dans la délibération. Parce que généralement on le précise si c'est à la charge du vendeur ou à la charge de l'acheteur. N'importe quoi, ils ont été réalisés, ils ont été payés déjà. C'est pas nous qui l'avons payé. Pour les frais de bornage, je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'ajouter puisque c'est déjà fait et que ça n'a pas été à la charge de la commune. Par contre, je pense qu'on peut peut-être préciser que les frais liés à l'établissement de l'acte et à la publicité de l'acte seront probablement à la charge de la commune. Ça, c'est la règle. Et ça, c'est la règle, hein. C'est le droit qui veut ça.
au final, rappeler le droit dans une délibération, je ne suis pas sûr que ce soit utile. Quand on achète, on n'a pas de frais. Quand on vend, quand on achète, on n'a pas de frais en tant que commune. C'est pas grave, on pourra le mettre. On va vérifier avant. Si on a la contribution de sécurité immobilière égale à 0,15% du montant. Les derniers achats de terrain, on a payé. Alors, il y a deux choses. Il y a la taxe de publicité foncière et il y a la contribution de sécurité immobilière qui remplace le salaire du conservateur. Ça, normalement, Ça fait marrant. On peut y aller sur le vote en reprenant en compte la précision qui a été faite. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Alors, la délibération 44 est l'incidence de la 43. c'est exactement cela. Il s'agit ni plus ni moins qu'une fois cette parcelle acquise, elle soit classée au domaine public de la commune, puisque ça va devenir un élément de voirie, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu que ça reste au domaine privé de la commune, tout simplement. Voilà pour faire extrêmement simple. J'ajoute que pour avoir travaillé sur les propriétés immobilières de la commune, c'est un travail qu'on pourrait envisager pour d'autres propriétés. On peut accompagner au vote? Des observations? Je pense pas. Hein. On est dans la logique et la suite. Hein, mais qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui portent des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc une unanimité. Je vais céder la parole à Frédéric Léand pour les délibérations suivantes, 45 et 46. Alors, bonsoir. Donc, il s'agit de délibérations rapportant les délibérations qui ont été prises le 20 février dernier. La première supprimait le poste d'adjoint administratif territorial sur proposition du Centre de gestion de la fonction publique. L'avancement pour une des agentes de la commune avait été porté à notre connaissance. En conséquent, le conseil municipal avait accepté de supprimer son poste d'adjoint administratif dans le cadre d'une procédure d'avancement du grade pour une secrétaire. Il s'avère que le centre de gestion, en charge du suivi des carrières des fonctionnaires territoriaux, avait commis une erreur pour l'agente concernée. Elle nous l'a fait savoir et nous demande donc d'annuler la précédente délibération qui était erronée. Très bien, bon, c'est un sujet qu'on connaît bien, puisqu'on l'avait évoqué la dernière fois déjà. Y a-t-il malgré tout des interventions? Non, normalement. Hein. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Porteur de pouvoir qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, on passe à la suivante. Dans la droite ligne de la précédente, nous avions pris une délibération afin de créer un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe. Et au vu de l'erreur du centre de gestion, je vous demande d'annuler cette délibération. Vous y allez. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Après un calcul rapide, les fameux frais que vient d'évoquer Xavier s'élèveraient à 2,70 €. Ah bah, quand même. Dernier point, donc information agenda. Donc je précise et j'invite tous ceux qui pourraient le faire à venir demain soir à 18h30 à la médiathèque pour le vernissage de l'exposition d'aquarelle de Madame Dominique Brisson. Il y aura l'inauguration, on l'avait évoqué déjà aussi, des 4 premières plaques mémorielles des peintres des Saumes le samedi 1er juin. Je rappelle que ces plaques sont déjà apposées et que dans un deuxième temps, Jean-Jacques, il y en aura 4 ou 5 autres, si je ne m'abuse. Alors, on fera un petit peu d'appel aux conseillers pour savoir qui souhaite y venir afin de covoiturer. Je pense qu'il sera un peu ridicule d'aller à 7 ou 8 voitures, surtout en sachant ce qu'on essaie de faire sur l'environnement. Donc, voilà. Il y aura la commission regroupée Affaires scolaires, jeunesse et sport et finances le mercredi 5 juin à 18h.
Même si ça ne nous concerne pas directement, je tiens absolument à citer le Memorial Day, le dimanche 26 mai à 9h45, donc à Bello. Il y aura une opération anti-gaspi qui aura lieu dans les cantines des deux écoles. Je rappelle que c'est une opération dans le cadre du plan alimentaire du territoire de la commune d'Aglo. Donc le lundi 27, c'est au moment du repas. Il y a 6 écoles sur la CRCT qui sont parties prenantes. Cela visera à faire en sorte de peser ce qu'il reste comme déchets suite au repas. Et ensuite, il y aura un mode de calcul avec un système de récompense et tout, en sachant qu'il y aura des interventions préliminaires dans les écoles pour sensibiliser, bien évidemment, les enfants. C'est une action qui avait déjà eu lieu dans les collèges l'année précédente et là qui est portée au niveau des écoles. Le 9 juin, donc il y aura les élections européennes avec les bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. Les bureaux de vote sont entièrement constitués. Je remercie tous les conseillers qui se sont inscrits et les habitants de la commune qui se sont inscrits. Et on a essayé de revoir un certain nombre de jeunes de la commune qui avaient déjà participé et qui sont partout à nouveau. Je pense que c'est une bonne démarche de l'apprentissage aussi de la vie démocratique. Le marché des producteurs artisans locaux le 12 juin, donc toujours pareil, de 16h à 19h. Et aussi, je remercie et les habitants, et les extérieurs, et les élus qui ont participé au premier, qui a eu lieu le 8 mai dernier. Le fameux thé dansant pour lequel nous avons déjà un certain nombre de remontées, une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, facile. Hein. Voilà, puis ça se continue. Qui aura lieu le 15 juin de 14 à 18h à la salle Polyvalent, gratuit pour les plus de 70 ans. Et le prochain conseil municipal qui aura lieu le 11 juin prochain. J'ai cru comprendre que si tu voulais participer, tu seras obligé de payer, c'est ça, non? C'est ça, mais je veux faire avec plaisir. Ah oui, tout à fait. Oui, conseillers peuvent bien participer sans problème. Le prochain conseil municipal, le mardi 11 juin prochain. Et je rappelle aussi le tirage au sort des jurés d'assises de l'Aisne qui aura lieu donc pour notre canton le samedi 22 juin dans cette salle de 9h à 12h. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié d'autres événements sur la commune. Est-ce qu'il y aura une réunion de préparation du jour du vote, des jours du vote? Oui, bien sûr. Là, c'est une démarche dans laquelle nous sommes rompus depuis 2020. C'est bon? Très bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre participation au conseil municipal. Et à très bientôt. Le week-end de commémoration des temps.